Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. C'est un véritable tremplin pour les innovations qui ont du sens. Après 6 années d'activité, Monacotech a accompagné une cinquantaine de projets depuis sa création et il poursuit encore aujourd'hui son développement. Sandrine Sauval, directrice de Monacotech, sera notre invitée ce soir. Il a un nom en héritage, comme son grand-père, le commandant Cousteau. Fabien Cousteau a consacré sa vie à sa passion pour l'éducation marine et la recherche. Invité du symposium GEPCO, un programme de cartographie des océans, il a présenté son projet de station sous-marine Proteus. Il sera avec nous également pour en parler. Ils sont des alliés qui facilitent la vie des malvoyants et des non-voyants. Les chiens guides d'aveugles sont un véritable soutien pour leur maître. Témoignage ce soir avec Julie et son compagnon à 4 pattes, Raya. Puis à la fin de ce JT, nous vous emmènerons dans les coulisses des répétitions de l'opéra Don Carlo de Verdi qui sera présenté à partir du 22 novembre au Grimaldi Forum. Depuis 2017, Monacotech accompagne les projets innovants pour s'établir et se développer depuis Monaco. L'incubateur est un véritable facilitateur pour la création et l'installation de projets innovants en principauté. Avant d'en parler avec la nouvelle directrice de Monacotech, Sandrine Sauval, coup de projecteur sur les nouvelles startups qui viennent d'intégrer l'incubateur. Elles ont pu présenter leurs projets à l'occasion d'un démo day. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. 4 nouvelles startups ont intégré Monacotech. À cette occasion, l'incubateur monégasque organisait son premier Demo Day afin de découvrir ses différents écosystèmes, de l'application de commandes B2B entre restaurateurs et fournisseurs à la plateforme de formation innovante ou encore Altores qui propose des employés digitaux grâce à l'automatisation pilotée par l'intelligence artificielle. Notre objectif, c'est de créer ce qu'on appelle des employés digitaux. Ça veut dire des assistants qui vont permettre aux employés de boîtes généralement de plus petite taille d'avoir accès à des outils qui sont normalement réservés à des boîtes de plus grosse taille. Par exemple, on va assister dans les questions qui peuvent être posées par les clients, on va aider dans les stratégies que les business peuvent mettre en place et aussi dans tout ce qui est stratégie marketing, donc marketing digital particulièrement, où là on va avoir des employés digitaux qui vont faire des postes à la place des donc dirigeants ou employés des sociétés directement. Brainet travaille sur le développement d'outils digitaux pour les professionnels de santé afin d'aider au diagnostic et au suivi de maladies neurologiques. Je suis neurologue, je travaille au centre hospitalier universitaire de Nice et mon projet c'est de développer des applications médicales pour les professionnels de santé, pour les médecins en particulier, dans le but d'améliorer la qualité de l'examen neurologique quand on examine des patients. L'idée c'est de dire qu'aujourd'hui on détecte parfois des maladies neurologiques plusieurs années après que le processus ait réellement démarré. Et l'objectif, c'est, grâce à la technologie, d'essayer de raccourcir le délai au diagnostic, de faire des diagnostics parfois un petit peu plus précis, alors que l'examen qu'on fait classiquement, parfois, peut rater certaines choses importantes. Ces 4 startups pourront désormais évoluer au sein de Monacotech afin de s'agrandir, de s'établir et de se développer dans un environnement favorable. Et pour parler plus amplement de Monacotech et de son rôle dans le paysage économique monégasque, nous sommes avec sa nouvelle directrice. Bonsoir Sandrine Sauval. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez pris la tête de Monacotech le 5 juin dernier. Comment résumer ces premiers mois sous votre direction ? Ces premiers mois ont été intenses, riches en rencontres et en activités aussi pour l'incubateur. Nous avons d'abord travaillé avec le conseil de surveillance de Monacotech pour définir la feuille de route et établir nos priorités. Ensuite, c'était l'occasion aussi, avec cette prise de poste, d'aller à la rencontre de nos différents partenaires et des différentes parties prenantes de l'incubateur pour échanger, mais aussi pour réactualiser certaines bases de collaboration qui étaient en place avec l'incubateur. Et puis enfin, ces derniers mois, nous avons été très occupés à sélectionner une nouvelle promotion de start-up qui nous a rejoints en septembre et qui termine aujourd'hui leurs 2 premiers mois d'accélération avec un événement qui est le Demo Day, au cours duquel elles vont pouvoir pitcher leur projet devant une audience amicale proche de l'incubateur. Monacotech est une institution que vous connaissez bien pour l'avoir intégrée il y a 1 an et demi déjà.
Absolument, donc j'ai rejoint Monacotech en janvier 2022 en tant qu'adjointe du directeur, ce qui m'a permis de me familiariser avec le fonctionnement de l'incubateur, de bien connaître les startups, aussi de comprendre les dynamiques en place avec l'écosystème monégasque autour de l'incubateur, et déjà d'entreprendre certaines actions avec mon prédécesseur, comme la mise en place par exemple du nouveau rythme d'appel à projet, avec aujourd'hui 2 appels à projet par an. Donc effectivement, c'est tout en continuité que s'est passée cette prise de fonction. Et que représente Monacotech pour vous? Comment vous le définiriez? Monacotech, c'est l'incubateur de start-up de la Principauté de Monaco. C'est un tremplin pour les innovations qui comptent, les innovations qui ont du sens. La mission de Monacotech, telle qu'elle a été définie à l'origine du projet, c'est de faciliter la création et l'installation en Principauté de projets innovants, qui vont contribuer aussi à diversifier l'économie monégasque, et avec vraiment cet enjeu que les projets soutenus par Monacotech dans leur phase de lancement pérennisent ensuite leurs activités en Principauté sur le long terme. Et ce sont vos ambitions à la tête de Monacotech aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des priorités, des aspects sur lesquels vous êtes plus sensible? Oui, effectivement. Donc l'incubateur aujourd'hui a atteint une certaine maturité en termes de fonctionnement, de programme d'accompagnement. Donc les aspects sur lesquels on va souhaiter travailler en priorité concernent surtout le développement des réseaux de l'incubateur. En local d'ailleurs, d'abord, on souhaite resserrer encore les liens avec le tissu économique local, avec les entreprises, le secteur public, parapublic, les associations, les banques, qui sont finalement une première ligne de soutien pour nos entrepreneurs, qui vont être leurs premiers clients, leurs premiers partenaires. Donc ça, c'est très important pour nous. On se rend compte aussi que ces premiers liens sont les clés d'un démarrage réussi et ensuite de l'ancrage des projets à plus long terme en Principauté. Et puis pour l'écosystème et ces entreprises de l'écosystème, avoir accès à ce vivier d'innovation qualifié avec lesquels elles vont pouvoir interagir, partager leurs besoins, imaginer de nouvelles solutions, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on souhaite continuer à développer. Donc ça, c'est un premier axe, l'écosystème local. On souhaite aussi travailler sur le développement du réseau d'investisseurs de Monacotech pour toujours mieux soutenir nos fondateurs et nos projets dans leur recherche de financement, que ce soit pendant leur incubation ou en préparation de leur sortie de Monacotech. Sandrine Sauval, on a l'impression qu'après 6 années d'activité, Monacotech s'est durablement inscrit dans le paysage économique monégasque. Est-ce que vous partagez aussi cet avis ? C'est un bilan très positif après ces 6 premières années d'activité. Si je peux partager quelques chiffres avec vous, c'est 52 projets qui ont été accompagnés par Monacotech depuis la création. 26 d'entre eux ont donné lieu à la création d'une société monégasque de type SARL ou SAM, qui poursuivent aujourd'hui encore leurs activités en Principauté, qui se développent encore. Adossés à ces sociétés, c'est 120 emplois qui ont été créés, dont la moitié en Principauté. Donc c'est déjà des résultats très tangibles. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le nombre de candidatures qu'on reçoit par appel à projet. On arrive aujourd'hui à avoir un taux de sélectivité comparable à des incubateurs, des grands incubateurs en France notamment, de l'ordre de 10%. Donc ça aussi, c'est révélateur de l'attrait de l'incubateur et de son ancrage dans le paysage. Et aujourd'hui, Sandrine Sauval, quelle est l'actualité de Monacotech ? L'actualité, c'est un appel à projet en cours qui se terminera le 21 novembre prochain avec des candidatures qui peuvent être déposées sur le site de Monacotech. Et l'intégration se fera en mars l'année prochaine. Et le message est passé à tous ceux qui veulent intégrer donc l'incubateur de la Principauté, l'incubateur de start-up. Merci infiniment, Sandrine Sauval, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, Émilie Russo. Plusieurs informations pratiques à prendre en compte. Une nouvelle campagne de renouvellement des enrobés a débuté à Monaco. Différentes parties de la Principauté sont concernées par des travaux qui auront lieu uniquement de nuit, de 20h à 6h. 9 secteurs ont été ciblés comme le boulevard Charles III, la rue de la Colle ou l'avenue Princesse Grace. Retrouvez tous les détails sur le site officiel du gouvernement princier, www.gouv.mc. La campagne de réhabilitation de l'éclairage des tunnels se poursuit en Principauté. C'est le tunnel de Belgique situé à l'entrée du centre hospitalier Princesse Grace qui va être concerné dans un avenir proche. Les travaux auront lieu du 21 novembre au 22 décembre de 8h30
à 16h, ce qui imposera une circulation alternée. À noter que l'éclairage actuel est remplacé par des luminaires à LED, beaucoup moins énergivores que ses prédécesseurs. La No Finish Line aura lieu du 11 au 19 novembre à l'espace Fontvieille. Le coup d'envoi de la 24e édition sera donné ce samedi à 14h. 8000 participants se sont déjà préinscrits à cette course à la fois sportive et caritative. Vous connaissez le principe, pour chaque kilomètre parcouru, 1 € sera reversé à l'association Children and Future qui soutient les enfants malades ou défavorisés. L'objectif cette année est de dépasser la barre des 300 000 km et pour l'atteindre, les organisateurs ont besoin de vous. Sa présidente Ariane Favaloro sera d'ailleurs notre invitée dans le JT de vendredi. Parlons environnement à présent. Notre connaissance des océans reste encore très limitée. À ce jour, 1/4 des fonds marins ont été explorés. Un constat dressé lors de la semaine GEPCO et du symposium Map the Gaps qui s'est déroulé au musée océanographique. Des explorateurs, des experts en cartographie sont intervenus pour échanger sur l'exploration des océans. Parmi eux, Fabien Cousteau, le petit-fils de Jacques-Yves Cousteau, consacre sa vie à sa passion pour l'éducation marine et la recherche. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Fabien Cousteau. Hey, bonsoir à vous. Et tout d'abord, qu'est-ce que cela vous provoque d'être présent au musée océanographique, un lieu que votre grand-père, le commandant Cousteau, a dirigé pendant plus de 30 ans? Oui, pour moi, ça me met des émotions au cœur, puisque quand j'étais enfant, je passais dans les coulisses sans arrêt, et puis j'avais l'opportunité de manger sur la terrasse avec ma grand-mère, qui était quand même très important pour le succès de mon grand-père. Donc pour moi, le musée de Monaco, c'était quand même un endroit très spécial. Vous étiez donc au musée pour le symposium GEPCO, Map the Gaps. Pour éclairer nos téléspectateurs, qu'est-ce que la GEPCO ? GEPCO est responsable pour faire des cartographies des fonds marins, et c'est un organisme qui rassemble beaucoup d'autres plateformes qui contribuent à ce but. Et ça nous permet justement de connaître mieux nos océans, non seulement pour la cartographie marine, mais aussi pour mieux connaître l'environnement. Alors ça a été lancé il y a 120 ans par le prince Albert Ier, plus d'un siècle, et nos océans ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Les océans ont été explorés, je parle d'explorer comme je le fais moi et bien d'autres, au taux de 5 à 7%. Et la cartographie même des océans, bien qu'avec Google Maps et tout ça, on pense que ça a été fait, ça n'a pas été fait du tout. D'ailleurs, le but, c'est de faire une bonne cartographie d'environ 30% des fonds marins par l'année. Enfin, le but, en tout cas, c'est l'année 2030. Oui, il est essentiel d'accroître nos connaissances à ce sujet. C'est pour cela que vous êtes lancé dans le projet Proteus. C'est une station sous-marine, c'est ça ? Oui, donc Proteus, c'est une station sous-marine que j'appelle la Station internationale des océans. C'est un centre de recherche sous la mer, enfin dans les océans, qui est basé en première à Curaçao, et éventuellement on en bâtira plus d'une pour faire un network, pour pouvoir mieux connaître la santé des océans et de pouvoir faire des recherches approfondies sur long terme, sur non seulement la santé, mais la biodiversité, de pouvoir mieux connaître les océans, pour pouvoir prendre de meilleures décisions pour les gens de la planète Terre, qu'on devrait appeler la planète Océan. Et quand est-ce que cette station sera opérationnelle ? Donc Proteus, on a pour but de pouvoir l'installer dans les eaux protégées, de la zone protégée de Curaçao, le Curaçao, la petite île dans le sud des Caraïbes, à la fin de 2026, avec la première mission en début 2027. Et à quoi ça ressemble en fait ? C'est une station qui serait installée au fond des océans. Elle accueillerait des scientifiques, des spécialistes?
C'est ça, ça rassemble des scientifiques, des spécialistes qui pourraient justement utiliser cette plateforme, ce laboratoire, si vous voulez, assez complexe, modulaire, qui puisse continuer à être agrandi au fur et à mesure des besoins, non seulement à 20 mètres de fond, mais jusqu'à 90 mètres de fond, en saturation. Donc comme près de continent 2, en mer Rouge, là on fait quelque chose de plus grand et pour un taux de au moins 20 ans d'existence. Alors c'est une expérience que vous avez déjà vécue à bord d'Aquarius, c'est une station qui a plus de 30 ans, c'est ça, qui est basée en Floride ? Oui, alors Aquarius, c'est un peu une antiquité, mais quand même une plateforme assez unique, qui a un pied de 40 mètres de carré d'espace de superficie intérieure. Donc ça, c'est quand même assez limité en ses capacités de pouvoir amener du personnel et de l'équipement. Mais néanmoins, on a pu en 31 jours faire plus de 3 ans de science en 31 jours parce que justement, on avait l'accès à l'extérieur et aux océans en saturation. Donc on plongeait chacun d'entre nous entre 10 et 12 heures par jour pour revenir avec les données et les échantillons qu'on avait besoin pour faire des recherches sur tout ce qui est changement du climat, la biodiversité, etc., etc., etc. Oui, des défis environnementaux qui sont importants. Fabien Cousteau, finalement, et tout comme votre sœur que nous avions déjà reçue sur Monaco Info, vous poursuivez l'héritage de votre grand-père, un héritage qui nous concerne tous, hein. C'est un honneur, une responsabilité et un plaisir. Et avec ceci, d'être au musée de Monaco pendant cette conférence, c'est quand même un grand moment dans l'année pour nous et pour moi en particulier en ce moment. Oui, merci à vous d'avoir été également avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Intéressons-nous maintenant au pouvoir de nos amis à quatre pattes. Les chiens sont des alliés qui facilitent la vie des malvoyants et des non-voyants. Ils sont même un véritable soutien pour leur maître. Mardi soir, un chien guide d'aveugle a été remis à une jeune malvoyante en présence de la fondation Gaïane et l'association SICAM à l'origine de cette soirée. Un moment important pour la jeune fille et sa famille que vous relate Christine Datomel sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Elle s'appelle Raya et du haut de ses 3 ans et demi, elle va faire le bonheur de Julie, une jeune malvoyante de 18 ans. Ce labernois a été offert à la jeune fille par l'association Le SICAM. Créée en 1989, l'association a pour but de venir en aide aux écoles de chiens guides d'aveugles et les aider et les soutenir dans leurs tâches de formation de compagnons pour non-voyants. Et c'est la fondation Gaïane qui a mis Raya sur le chemin de Julie. 2 ans de formation ont été nécessaires pour les accoutumer l'une à l'autre. Le rôle de l'éducateur va être de trouver le chien le mieux adapté à l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant, par exemple, est hyperactif, on va essayer de lui trouver un chien qui soit actif, et ainsi de suite. Donc, si l'enfant est petit, on va essayer d'adapter un chien un petit peu plus rablé pour justement qu'il s'adapte le mieux. Le rôle de l'éducateur, c'est de trouver la meilleure harmonie entre l'enfant et le chien et de créer la meilleure équipe. Avec Raya, on est très fusionnés. Raya, c'est un chien qui me ressemble beaucoup. Elle est très calme, elle est très douce. Donc, depuis qu'on est ensemble, c'est que du bonheur et je l'adore. Et je pense qu'elle m'aime bien aussi. Il y a 2 ans, préalablement, il y a 2 ans d'éducation pour éduquer un chien guide. La première année, c'est ce qu'on appelle la sociabilisation, c'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui vont mettre en situation le chien dans toutes les configurations qu'il pourra se trouver avec son futur maître. C'est-à-dire ça peut être sur les marchés, ça peut être au restaurant, dans les lieux culturels. Et la deuxième année, dès que le chien a 11 mois, 12 mois, il va rentrer dans notre école en éducation. Et là, pendant 6 mois, on va lui apprendre, si je puis dire, son métier de chien guide. Ça change la vie. Avant d'avoir Raya, j'avais une canne blanche et c'était pas du tout pareil. Depuis que j'ai Raya, je me déplace beaucoup plus. Raya, elle m'aide à la fois dans mes déplacements, mais elle m'aide aussi avec les autres, avec les relations avec les autres. Beaucoup plus de personnes viennent vers moi. C'est très différent.
Depuis 2008, la Fondation Gaïane a remis 180 chiens à de jeunes malvoyants, un soutien essentiel dans leur vie de tous les jours. En parallèle à cette soirée, l'association Le SICAM a mis en place des ateliers pour que les invités présents à cette soirée réalisent le quotidien d'une personne malvoyante. Depuis quelques années maintenant, en plus de soutenir les écoles de chiens guides d'aveugles, le SICAM fournit aussi du matériel informatique, ordinateur ou logiciel en braille aux personnes malvoyantes pour leur permettre de se préparer à la vie active et de trouver plus facilement un métier. Les dons et les legs continuent l'essentiel des ressources du SICAM, donc si vous aussi vous souhaitez les aider, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. Vous le savez, régulièrement sur Monaco Info, nous mettons en lumière les artisans, les commerçants, les restaurateurs qui font Monaco. Des personnes que vous avez sûrement croisées dans votre quotidien et que Christinda Thomel vous fait découvrir dans sa rubrique. Bonsoir Christinda, on vous retrouve du côté de la Condamine aujourd'hui pour une spécialité que l'on a tous un jour goûtée. Elle est le reflet de chez nous et on la retrouve à toutes les fêtes, du berceau à nos vieux jours. On la déguste matin, midi et soir. Elle est la spécialité du Sud. Bien sûr, je veux parler de la Soca. Et en Principauté, il y a un endroit bien connu, c'est chez Roger. C'est là que l'on aime s'attabler pour la déguster. Une histoire, vous allez voir, qui a débuté il y a fort bien longtemps et qui se poursuit de génération en génération. La première histoire, c'est 1978, Roger qui s'installe. Et mon histoire a commencé ici en février 2017. Roger est tombé malade. Et du coup, il avait besoin d'un bras droit pour le suppléer et pourquoi pas apprendre la suite. Donc je me suis proposé de venir apprendre, de voir si le métier me plaisait. Et voilà, ça fait maintenant 7 ans que ça dure et c'est un plaisir tous les jours de venir travailler. Et alors, qui est Roger pour vous? Alors Roger, c'est le père de mon épouse. J'étais le gendre qui a voulu apprendre le métier, qui a voulu faire perdurer cette tradition qui tient beaucoup au Monégasque, qui tient à cœur au Monégasque. Voilà, je suis le gendre. Roger, c'est une Soca qui est craquante sur le dessus, craquante sur le dessous et qui reste tendre à l'intérieur. Voilà, c'est cette association de deux textures qui fait que voilà, elle est un peu unique. Et du côté de la pissaladière, c'est son expérience de boulanger. C'est une pâte à pain qui a été travaillée pour avoir pareil, ce côté aéré et craquant à la fois, avec des oignons qui cuisent suffisamment longtemps pour perdre ce côté un peu dur et un peu fort. Et que voilà, souvent les gens, quand ils la dégustent, ils se rendent compte qu'il n'y a même presque plus le goût de l'oignon, c'est vraiment une texture spéciale. Et c'est ce qui fait voilà, la spécificité du stand de chez Roger. Ça demande beaucoup de préparation en fait, qui n'est pas visible pour les gens. Il y a tout ce qui est pétrissage de la pâte, tout ce qui est mise en place de la pâte, garnissage des pissaladières. Il y a également les oignons, c'est le travail un peu masqué, mais il y a entre 60 et 90 kg d'oignons épluchés par semaine à faire cuire 2 fois ou 3 fois par semaine. En moyenne, par jour, vous faites combien de plaques de Soca? Alors c'est une question que j'avais posée à Roger. J'avais demandé, il m'avait dit qu'il ne savait pas et j'avais été un peu surpris. Effectivement, je ne sais pas trop. Je sais que je fais entre 1 et 2 marmites par jour, c'est entre 6 et 12 plaques de Soca. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on est dans le travail avec les gens avec qui on doit discuter, etc., on ne sait pas trop. Mais en général, c'est une dizaine de plaques de Soca par jour. Est-ce qu'il y a un jour qui marche mieux qu'un autre? Le samedi. Le samedi, c'est vraiment le jour du marché où tous les gens sortent. En plus, il n'y a pas l'école, donc vraiment, soit parents, soit grands-parents viennent c'est une tradition en fait. Donc vraiment, c'est le samedi, le vrai jour du marché qui est le plus populaire. Et l'ambiance du marché, c'est une ambiance spéciale? C'est vraiment le côté très familial. C'est vraiment le côté authentique de Monaco. On y retrouve tous les gens du quotidien qui viennent faire le Monaco de l'origine, en fait, si je puis dire. C'est vraiment des gens d'ici, beaucoup de gens d'ici. Pas mal de touristes aussi qui cherchent un peu le côté atypique. Il y a le côté vraiment brillant de Monaco et vraiment le côté un peu authentique qui se partage ici. Donc, ouais, l'ambiance du marché, c'est génial. Vraiment, moi, je m'y plais tous les jours à venir. Je ne viens pas au travail. Je passe vraiment du bon temps. Alors, venez donc vous régaler des pissaladières et de la Soca chez Roger. Chez Roger est un établissement, bien sûr, mythique en Principauté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, chez Roger est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h30.
Nous vous emmenons à présent dans les coulisses des répétitions de Don Carlo. La création de Verdi sera présentée à partir du 22 novembre au Grimaldi Forum. Des premières notes de la partition à la mise en scène, José Sacré lève le voile sur ce grand opéra en 5 actes dans ce Focus Info. Mardi 7 novembre, nous avons assisté à une répétition, une séance de travail avec accompagnement au piano, d'un extrait du 4e acte de Don Carlo de Verdi avec Joyce El-Khoury qui interprète le rôle d'Élisabeth de Valois. Don Carlo de Verdi a été créé en français à Paris en 1867. Une deuxième révisée en italien et en 4 actes, a été créée à la Scala du Milan en 1884. C'est cette version que Cecilia Bartoli, directrice de l'Opéra de Monte-Carlo, a choisi de présenter au Grimaldi Forum les 22, 24 et 26 novembre. Avant de répéter son rôle de Philippe II dans cette production, le toujours sympathique et volontiers plaisantin Ildar Abrazakov imite le chef d'orchestre, loin des yeux de celui-ci, Massimo Zanetti, tout entier dans son travail de direction musicale. C'est Davide Livermore, un artiste de réputation internationale qui met en scène cet opéra, véritable fresque riche de personnages forts à la psychologie fouillée. Ce n'est pas seulement une œuvre essentielle pour Giuseppe Verdi, c'est une œuvre essentielle pour notre communauté mondiale, pour notre humanité, parce que c'est un moment d'éducation à sentiment, un moment où nous pouvons faire une indagine sur la part plus obscure de notre âme. Le rapport entre le pouvoir, le rapport entre le sentiment, le rapport entre les constrictions psychologiques, la part de douleur que beaucoup de fois nous vivons dans l'éducation religieuse, dans l'éducation familière. C'est quelque chose qui a beaucoup de distance, de siècles, pas seulement avec Giuseppe Verdi, mais avec l'histoire de Philippe II. Et c'est quelque chose qui va encore à nous éduquer, à nous toucher, et c'est une sorte de miroir implacable sur notre humaine fragilité. Vous savez qu'il y a pas mal de metteurs en scène qui ont été décriés par certains artistes, par certains journalistes, parce qu'ils s'éloignent peut-être trop loin de la signification de l'œuvre pour s'exprimer eux-mêmes leurs idées. Vous êtes au service de l'œuvre. Complètement. Je n'ai pas écrit, je ne suis pas Schiller, je ne suis pas Giuseppe Verdi. Je respecte deux pères de ma âme comme Giuseppe Verdi et comme Schiller. Ça ne veut dire pas que je vais n'avoir pas ma personnalité. Ma personnalité doit être au service de la création pour notre contemporanéité. On a des extraordinaires artistes de vidéo et la chose incroyable que nous faisons pour Don Carlo, une mise en scène qui est vraiment dans le période historique de Philippe II. Mais la chose extraordinaire que nous utilisons la plus grande technologie possible avec l'intelligence artificielle, avec le dessin 3D, avec un écran vidéo exceptionnel de LED pour recréer le rapport que nous avons dans le libretto. Et plus nous sommes modernes avec la technologie sur scène, et plus nous avons la capacité de raconter la modernité à niveau émotif, à niveau émotionnel, et en même temps raconter sa modernité dans un côté ancien. Davide Livermore sera aussi le metteur en scène de Caruso à Monaco, une création présentée à l'occasion de la fête nationale monégasque, et de Jules César en Égypte de Handel avec Cecilia Bartoli. Nous en parlions hier avec Antoine Compagnon de l'Académie française. Colette est une habituée appréciée de la principauté. L'amie des princes, comme elle a été surnommée, est à l'honneur à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Après une conférence proposée par la Fondation Prince-Pierre au Théâtre des Variétés, l'Institut audiovisuel de Monaco a projeté mardi le film Chérie de Stephen Frears, avec notamment Michel Pfeiffer, une adaptation de l'œuvre originale de Colette qui se déroule au début du XXe siècle et qui la consacra comme grand écrivain en 1920. To avoid the most dangerous hazard facing those of her profession, namely falling in love. La météo, c'est avec vous Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa, quelles sont les prévisions pour la journée de jeudi ?
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le ciel sera bien chargé avec de la pluie une grande partie de la journée. Les températures oscilleront de 11 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 17h13 et nous fêterons les Théodores. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Prenons large avec notre photographe Manuel Vitali pour refermer ce JT. Il vous propose une sortie en mer en compagnie de jeunes navigateurs. Au même moment, la Transat Jacques Vabre se poursuit désormais pour l'ensemble des concurrents. Boris Herman sur Malitia Sea Explorer a connu quelques soucis électroniques aujourd'hui. Il a dû réduire sa course pour résoudre le problème. On vous tiendra bien évidemment informé. Passez une excellente soirée et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.